Pardon. Donc mon rôle, c'est de vous prouver que l'hypothermie, c'est très compliqué après l'arrêt cardiaque. C'est le titre qu'on m'a demandé de traiter. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Je vous rappelle, mais vous le savez tous, que le contrôle ciblé, le contrôle thermique ou thermomodulation après arrêt cardiaque est recommandé depuis longtemps, une dizaine d'années. Et on doit faire 32-34 après un arrêt cardiaque extra-hospitalier avec une fibrillation ventriculaire ou une tachycardie ventriculaire sans pouls. Ça, c'est les recommandations des jurés non experts, mais c'est pareil chez les experts qui, en plus, disent on pourrait le faire dans les non choquables. Et tout ça tient avec quelques études de 2002, une de 2001, 3 études qui retrouvent que l'hypothermie améliore le devenir neurologique favorable et que si on suit ces recommandations, tous les 6 malades, on gagne un malade, ce qui est quand même pas mal. Si on regarde une autre méta-analyse, qui récente, revue tous les ans d'ailleurs, qui retrouve en effet, les 3 grosses études sont celles d'en haut, qui retrouvent en faveur du cooling, donc sur la droite de la droite. Et si on rajoute une autre étude, c'est un peu moins clair, mais ça reste significatif en faveur d'une évolution neurologique favorable quand on fait de l'hypothermie thérapeutique. Sur la survie, c'est quasi pareil. Cela dit, ça a été discuté, et donc là, le but de la présentation, c'est de vous montrer qu'en fait, tout n'est pas si simple que ça depuis 10 ans qu'on travaille là-dessus, et notamment sur la physiologie. Déjà, premièrement, vous savez tous qu'il y a le CIRS post-arrêt cardiaque, que c'est le bazar comme c'est indiqué sur la diapo, et que l'hypothermie thérapeutique, elle diminue l'activité enzymatique de toutes les enzymes. Et on se doute bien qu'il y a des enzymes qui sont plutôt bénéfiques en post-arrêt cardiaque, d'autres qui sont plutôt délétères, mais malheureusement, on ne peut pas choisir l'efficacité sur le type d'enzyme qui serait délétère. Donc ça pose un premier problème, c'est que le contrôle thermique, il est global. Le deuxième problème, encore physiologique, c'est qu'il y a toute une foultitude d'efficacité du contrôle thermique et de l'hypothermie thérapeutique. Vous voyez, je ne fais pas le tour de l'horloge là, mais il y en a beaucoup. L'apoptose, la cascade inflammatoire, le CIRS, l'excytotoxicité, j'en passe à des meilleurs. Mais évidemment, un malade est différent d'un autre. Il est évident qu'il y en a quelques-uns qui vont avoir une pique augmentée, pareil, une pression intracrânienne augmentée, 10% environ en post-arrêt cardiaque. Lui, ça va peut-être être efficace l'hypothermie, mais sur un autre, peut-être que l'hypothermie qui est globale sera moins efficace. Problème donc de la disparité, de l'hétérogénéité de nos patients. Et puis, alors, il y a plein d'études fabuleuses animales qui montrent que l'hypothermie thérapeutique, ça marche sur des modèles, c'est magnifique, des modèles asphyxiques, des modèles d'arrêt cardiaque, des modèles asphyxiques, l'AVC, le trauma crânien, mais ça reste du modèle expérimental et l'application à l'homme est évidemment un peu complètement différente des rats qui sont au KO ou qui sont tous les mêmes. Un petit clin d'œil quand même pour dire que l'hypothermie thérapeutique entre 33,5 et 35,5 est largement prouvée avec 10 études randomisées qui montrent que c'est efficace en post-encéphalopathie hypoxo-ischémique du nouveau-né. Pas l'arrêt cardiaque, il y en a très peu chez le nouveau-né, mais surtout l'encéphalopathie post-hypoxique. Mais par contre, c'est le nouveau-né. L'applicabilité à l'adulte, on ne sait pas. Et puis enfin, sur la physiologie, l'arrêt cardiaque, c'est une ischémie globale. Et ça agit bien sûr sur le cerveau, mais aussi, il y a plein de modèles, là encore, ça agit sur le tube digestif, le rein, le cœur, etc. Mais est-ce que l'effet de l'hypothermie thérapeutique est identique sur tous les organes atteints par l'anoxo-ischémie? Et puis deuxièmement, certains malades vont avoir plus de défaillances d'organes que d'autres. Donc on voit que l'hétérogénéité de nos malades pose problème en termes de simplicité, d'efficacité de l'hypothermie thérapeutique. Alors premier énorme pan de l'hypothermie, la dose. Alors je parle de dose thérapeutique un peu comme un antibiotique. On dit il faut 1 gramme x 3 pendant 6 jours. Et bien pour moi, le traitement thermique doit être considéré comme une thérapeutique en tant que telle, avec une durée, une profondeur. Alors concernant la durée, je vous remonte cette petite étude, cette grosse étude, 300 rats quand même, asphyxique, sur lequel on fait varier et le délai par rapport à l'arrêt cardiaque asphyxique, on fait varier l'hypothermie thérapeutique, c'est-à-dire on la fait soit immédiatement, soit à 1 heure, 4 heures, jusqu'à 8 heures, et on peut la faire varier entre 24 et 48 heures, donc vraiment
un schéma thérapeutique différent. Eh bien, on s'aperçoit sur le graphe de droite que quand on diffère l'hypothermie, en noir ce sont les rats morts, dès que c'est plus clair c'est bien pour les rats, on s'aperçoit que quand on diffère trop l'hypothermie thérapeutique, eh bien on est délétère sur ces rats et qu'on perd l'efficacité de l'hypothermie quand elle est trop différée. Et on le rattrape un peu quand il y a une durée un peu prolongée d'hypothermie. Donc tout ceci nous montre clairement l'importance de la fenêtre thérapeutique, et que clairement ça doit conditionner notre thérapeutique qui est censée être celle-ci. Rapide, vous voyez ici la descente, la phase d'induction, alors évidemment avec des techniques qui vont entre 0,2, 0,3 degrés Celsius heure jusqu'à des 9 degrés heure pour atteindre la température cible. Ensuite une phase de maintenance qui doit être parfaite, avec très peu d'écart type par rapport à ce que vous visez. Et enfin, un taux de réchauffement qui doit être assez lent et contrôlé. Si par exemple on regarde dans le traumatisé du crâne, parfois ça leur arrive, quand il y a une pique qui remonte, de faire du 0,1 degré par heure de remontée en température. Donc tout ceci doit bien sûr être contrôlé et on voit que malheureusement on n'a pas pour le moment encore d'études claires qui nous dit c'est ce schéma thérapeutique qui doit être fait, même si tout le monde dit que ça devrait être comme ça. Si on reprend les méta-analyses avec nos essais thérapeutiques d'ailleurs, vous voyez le time to target, c'est-à-dire le délai pour arriver à la température cible qui est 32 à 34 ou 33 degrés, c'est 8 heures dans l'étude européenne, c'est un petit peu moins dans les autres études, mais ça reste très très long pour arriver à une température cible. Donc on voit bien que cette histoire de fenêtre thérapeutique et surtout d'arriver à la température est quand même pas si simple à trouver. Et on sait pourquoi un petit peu, c'est tout simplement que la cascade que je vous ai montré, tous les phénomènes délétères d'ischémie-reperfusion, elles commencent certes assez vite, mais elles vont surtout être majeures quelques heures après la ressuscitation et la reprise d'une activité circulatoire, mais elles peuvent durer jusqu'à plusieurs jours. Donc l'objectif, ça serait de faire une fenêtre thérapeutique calquée sur le CIRS. Malheureusement, même Alain n'a pas encore la solution exacte. C'est pas facile. Il faut des biomarqueurs, il faut des électroencéphalogrammes. On n'arrive pas encore à faire la bonne thérapeutique calquée sur là où il va y avoir, le moment où il va y avoir des lésions. Ça va venir. Et donc c'est vrai qu'on peut jouer sur les lésions d'ischémie-reperfusion et vous voyez que c'est la partie en bleu surtout. On ne peut pas jouer sur la partie en rouge qui est très très rapide, mais on peut jouer sur la partie en bleu et vous voyez que ça dure plusieurs jours. Donc en théorie, il faudra faire ça plusieurs jours. Je vous rappelle que le schéma, c'est 24 heures pour le moment. Donc on voit bien qu'on est loin de ce schéma idéal et qu'il y a encore plein de questions. Alors deuxième pan de la dose d'hypothermie, la profondeur. Alors vous savez tous que la température normale, on dit 37. Ben, je vous donne deux textbooks, deux températures différentes, déjà pour commencer. Puis deuxièmement, vous savez très bien que la température dans le temps, elle varie. Là, je m'excite un peu, je vais monter en température, vous endormez, vous allez être plus froid. Donc c'est évident que la température normale, elle est variable. Et la variabilité de la température devrait être une cible de recherche. La variabilité de la température après arrêt cardiaque devrait être une cible de recherche pour l'avenir. Alors cette petite étude que j'aime beaucoup, qui date d'il y a 10 ans, mais qui est toujours vraie, et d'ailleurs confirmée par deux études que je cite en bas. Vous voyez ici la température dans le temps. Au tout début, entouré en rouge, on voit ceux qui ont un bon devenir neurologique, les petits ronds, et ceux qui ont un mauvais devenir neurologique, les petits triangles. À l'admission, les patients qui vont aller pas bien plus tard sont plus froids que les autres. C'est normal, ils ont tellement de lésions cérébrales qu'ils sont froids. Alors qu'ils n'ont plus de cerveau, quoi. En gros, ils ont plus d'hypothalamus, donc ils sont froids. Alors, et si on se base que sur la température à l'admission, c'est très compliqué de faire la bonne hypothermie pour le bon malade. Puis, malheureusement, quand le temps passe, c'est l'inverse. Après, les bons devenirs neurologiques, c'est ceux qui chauffent moins. Donc en fait, les survivants, ils sont moins hypothermes à l'admission et moins fébriles ensuite. Et vous voyez que c'est pas simple de trouver là-dedans la bonne cible thérapeutique, quel malade il va falloir amener. En gros, il faudrait qu'il soit pas trop froid au début, et puis il faut voir les remonter un peu, il faudrait voir ce qui se passe, et puis surtout qu'il soit pas trop chaud après. C'est ça l'objectif. Vous voyez la complexité, parce qu'évidemment là c'est une étude assez ancienne, mais le délai, l'abscisse en bas est variable d'un malade à l'autre.
Et puis, bien sûr, gros pavé dans la mare, que vous connaissez par cœur, le TTM Trial, dont l'objectif était de savoir est-ce que 36 c'est mieux que 33. Je vous rappelle que c'était une étude de supériorité qui n'a pas atteint son objectif, et non pas une étude de non-infériorité où il fallait un nombre de malades, il faut s'y mettre à 400 centres. Et en tout cas, dans cette étude, pas de différence entre 33 et 36 en termes de CPC, en termes de Rankine. Par contre, différence de température. On voit le groupe 33 qui est parfaitement bien amené à 33, le groupe 36 qui est parfaitement bien amené à 36, et entre les deux, pourtant, pas de différence. Alors, c'est quoi la température cible? C'est la question, en fait, déjà, il faut regarder les études. Entre les études de 2002 et les études de 2013, il y a eu 10 ans. Il y a eu probablement des modifications, des changements de thérapeutique. En plus, le TTM que je viens de vous montrer était peu ciblé. 50% de malades exclus, 8% d'inclus dans l'autre série en 2002. Pas du tout les mêmes malades. Et puis le problème énorme, c'est que les malades du groupe contrôle dans les deux études de 2002 étaient fébriles. Et là, clairement, qu'est-ce que ça montre? Qu'on ne doit pas être fébrile. Et je vous montre cette simulation qu'Alain a bien voulu me passer. On voit en bleu la courbe TTM 33 degrés. Le groupe en haut, c'est le fameux AK qui est en gris ou en noir, et le 36 degrés entre les deux. Et on voit clairement que si le bleu égale le vert, en tout cas, ni le bleu ni le vert sont égales au gris. Nous sommes d'accord? Donc l'objectif, c'est très clairement, il faut faire 32 à 36. On a le droit de faire ces choses-là, mais on n'a pas le droit d'être au-dessus de 36. Alors un autre problème aussi, c'est pour quel malade? On a vu un petit peu les recommandations. Pour quel malade? Qui contrôlait en température? Quand je vois le TTM et les autres études, je dis tous les malades qui ont eu un arrêt cardiaque documenté, qui sont comateux, devraient bénéficier d'un contrôle thermique. Je n'ai pas dit le niveau, hein. Je dis contrôle thermique, parce qu'on voit bien que c'est très probablement utile. Alors ça, c'est vrai que ce sont les Autrichiens qui sont très believers qui nous disent ça. En tout cas, il faut probablement quand même exclure les malades qui sont des mauvaises indications, dès que ça saigne, puisque l'hypothermie fait un peu saigner. Ensuite, quand on n'a pas contrôlé un traumatisé du crâne qui est en arrêt cardiaque, un choc hémorragique, des troubles de l'hémostase, une hypothermie accidentelle, c'est évident. Une maladie terminale. Il ne faut pas aller se battre pour des malades qui vont mourir dans les 2 heures. On se doute bien qu'il ne peut pas y avoir d'efficacité de l'hypothermie à 6 mois quand ils vont mourir au bout de quelques heures. Et je vous le prouve par cette étude de mort au dos. Vous voyez la différence entre la probabilité d'efficacité de l'hypothermie thérapeutique en courbe en pleine et en pointillé, c'est la ressuscitation standard. Et en abscisse, c'est le délai pour arriver à une reprise d'activité circulatoire. En gros, la différence entre ces deux thérapeutiques, ne rien faire versus l'hypothermie thérapeutique, est de plus en plus faible, plus l'arrêt cardiaque est de mauvais pronostic. Donc en gros, il faut s'attacher à choisir les malades qui ne sont pas au-delà de toute ressource. Par exemple, les time to rocks de plus d'1 heure, les délais d'arrivée d'un malade auquel on pourrait faire une hypothermie et un contrôle ciblé au-delà de 10 heures. Le CIRS, il est déjà arrivé depuis longtemps. Et puis peut-être exclure les malades qui vont mourir dans 4 heures. On se doute bien que là, ils ne vont pas survivre à avoir un effet de l'efficacité de l'hypothermie plus tardive. Donc, il y a des traitements qui sont obligatoires. Il y a des options, on va dire, thérapeutiques, par exemple, pour tout ce qui est intra-hospitalier, où il y a très très peu de data, et c'est une population encore très hétérogène. Et puis, ça reste une option thérapeutique, le contrôle ciblé, pour les malades qui ne sont pas en fibrillation au départ. Alors pourtant, les recommandations, elles disent on pourrait le faire, le contrôle ciblé, ça c'est depuis 2003. Quand on regarde la méta-analyse disponible sur les patients qui n'ont pas de fibrillation ventriculaire, on voit que ce n'est pas sur le devenir neurologique, vous voyez, sur les 2 études randomisées, ce n'est pas significatif en faveur de l'hypothermie. Quand on rajoute les autres études non randomisées, donc qui sont soumises à biais importants, ça devient en faveur de l'hypothermie, mais c'est très discutable. En gros, on a peu d'éléments. Cette étude de Cochin qui dit OK, l'hypothermie est un facteur de bon pronostic quand on a un trouble du rythme. Vous voyez ici les FV, les TV. Par contre, quand on est en asystolie dissociation, ça ne sort pas, c'est même peut-être de l'autre côté. En tout cas, ce n'est pas en faveur. Alors, il y a, depuis cette méta-analyse que je vous ai montrée, il y a une étude également qui retrouve que pour les non choquables, ce n'est pas significatif de faire de l'hypothermie. 2 études qui retrouvent que c'est utile, mais là, par exemple, la dernière étude a exclu les malades qui meurent tout de suite. Donc vous voyez bien qu'il faut cibler ces patients, mais on n'a pas encore
tous les arguments et tous les éléments nécessaires pour le faire. Un petit clin d'œil quand même aux Autrichiens encore, qui ont, sur une grosse série, là, vous voyez, 600 malades traités, 600 malades non traités, ils divisent le NoFlo en plein de quartiles différents, et ils s'aperçoivent que, vous voyez ici, les odds ratios d'efficacité de l'hypothermie, en termes de survie, pas survie, et plus le NoFlo est important, plus l'odds ratio est important. En gros, plus on aura de lésions accessibles au niveau cérébral à l'hypothermie, plus il est probable que l'hypothermie est un bénéfice. Maintenant, ça reste quand même dans le domaine de l'étude rétrospective. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il faut faire des études randomisées sur ces patients. Et je n'ai donc pas la réponse sur cette partie. Sur le choc cardiogénique, il y a peu de données, il y a quelques données observationnelles, et puis il y a cette étude matchée, bien sûr, avec des patients qui avaient une dysfonction cardiaque un peu modérée, 42%, c'est pas très très bas, en post-arrêt cardiaque, qui montrait que quand on faisait de l'hypothermie thérapeutique, on faisait une épargne, en fait, en catécholamine, principalement en noradrénaline. En gros, essentiellement liée à la vasoconstriction induite par l'hypothermie thérapeutique, qui finalement permet de mettre moins de catécholamine, et ça peut être un intérêt. Mais on n'a pas d'études randomisées. Ce qui est sûr, c'est que l'hypothermie, si on ne surveille pas, eh ben, ça ne se passe pas bien. Il faut surveiller, c'est recommandé d'ailleurs, il faut monitorer la température et que la température elle soit inscrite sur le moniteur en utilisant les limites d'alarme, par exemple, vous voyez ici à 33 degrés, soit une machine qui contrôle automatiquement, et c'est encore mieux, c'est la panacée, qui contrôle la température du malade et qui adapte la thérapeutique. Alors, il y a plein de façons de mesurer, mais il faut en faire une. Évidemment, il y a des éléments qui ne sont pas bien. La température tympanique, ça ne marche pas bien. Le MUS, c'est en bas à droite, c'est la tête. Il faudrait surveiller la température intracérébrale pour dire « Ouh là là, il y a du CIRS dans la tête, ça ne va pas, je vais refroidir plus fort ». Alors, ça existe, mais il faut aller l'acheter en Autriche pour le moment. Donc, ce n'est pas encore facile. En tout cas, c'est possible. Ça viendra pour l'avenir. Et c'est important de monitorer parce que sinon on fait n'importe quoi. Le malade fait de l'œdème cérébral parce que la température remonte ou au contraire il fait 30 degrés, il fait un trouble du rythme. Donc il faut surveiller cette température et là l'hypothermie devient plus simple. Et il faut surveiller, je vous donne un moyen simple, nous on fait température vésicale. Regardez par rapport ici des Bland et Altman par rapport à la température sanglante. C'est bien mieux que axillaire à droite et tympanique à gauche. Tous les arrêts cardiaques ont une sonde urinaire, une sonde vésicale, donc nous, on l'utilise pour monitorer ces patients. C'est la même chose avec la température nasopharyngée, qui est d'ailleurs publiée, qui est très proche. Attention, si on utilise des méthodes de réchauffement et de refroidissement rapides, la vessie, tout comme le reste, peut être pris en défaut car la température vésicale bouge beaucoup moins vite que la température œsophagienne et encore moins vite que la température sanglante. Donc attention si vous utilisez des machines un peu rapides. Et enfin, je parlerai de la dernière partie qui sont l'hypothermie. Ça peut être simple si on contrôle tous ces effets secondaires, mais il faut les connaître par cœur pour les éviter. Et alors là, ça deviendra simple. Et en gros, il faut les protocoliser. Rassurez-vous quand même, toutes les 2 méta-analyses disponibles disent qu'il n'y a pas plus d'effets secondaires quand on fait de l'hypothermie versus quand on n'y fait pas. Sauf peut-être l'hypokaliémie qui est marquée, qui sort quand même dans ici, entre parenthèses dans le TTM, il y avait plus d'hypokaliémie dans le groupe 33 que dans le groupe 36. Donc attention quand même pour avoir une bonne balance bénéfice-risque. Si on fait un traitement qu'on ne surveille pas, on va faire pire que si on ne faisait rien, 36 degrés par exemple. Et tout ça avait été largement rappelé en 2003 par Jerry Nolan après les 2 études Princeps qui disaient attention, si vous faites de l'hypothermie, vous sauvez 1 pour 6, mais vous faites une pneumopathie tous les 12 traités, vous faites un sepsis tous les 16 et un saignement tous les 14. Donc on sait que ça peut donner des effets secondaires, ça peut donner aussi des anomalies de la glycémie, ça peut donner, si on utilise du sérum FIT, de l'œdème pulmonaire, de l'acidose avec le sérum salé. Et puis dans TTM, je vous ai dit, il y avait plus d'hypokaliémie dans le groupe 33, donc ça, il faut faire gaffe, il faut faire des ionos réguliers. Sinon on fait des bêtises quand on utilise une température basse. Et entre parenthèses, dans le groupe 33, il y avait également une durée de ventilation qui était d'1 jour supérieure, c'était 3 versus 2, par rapport au groupe 36. Donc oui, il peut y avoir plus d'effets secondaires plus on descend en température.
Alors il faut faire attention à quoi? Aux frissons, hein, bien évidemment, vous le savez. La vasoconstriction, c'est plutôt pas mal. Donc on met des sédatifs, vous le savez. On met sédation, analgésie et des curares s'il y a besoin en cas de frisson. Évidemment, ça n'a pas d'intérêt de mettre ça s'il n'y a plus de cerveau. S'il n'y a plus d'hypothalamus, il n'y a pas de frisson. Et donc, s'il n'y a pas de cerveau, ne mettons pas de curares. Ce n'est pas la peine, le malade ne frissonnera jamais. Le but du jeu, c'est de mettre des curares pour éviter les frissons, pour éviter l'augmentation de la consommation en oxygène. Donc on descend les doses de sédatifs et d'analgésiques s'il n'y a pas besoin pour le malade et on s'adapte. Les incidences qu'il faut surveiller aussi au niveau cardiovasculaire, une baisse du débit cardiaque, hein, c'est classique, et plus on va bas, plus on fait de baisse de débit cardiaque, plus on fait de bradycardie également, on peut même faire des ondes J, on peut faire aussi des anomalies et des arythmies, c'est rare, mais ça demande d'être monitoré, surtout si on oublie de monitorer le potassium, ça peut ne pas bien se passer. Au niveau respiratoire, ça fait plein de choses délétères, ou en tout cas, vous savez que l'hypothermie modifie la PCO2 en l'abaissant, modifie la PO2 en l'abaissant pour s'adapter à la température abaissée. Mais évidemment, il faut contrôler cette PO2, cette PCO2. On peut avoir aussi plus de congestion pulmonaire. Et donc, il faut utiliser un protocole. Le protocole, évidemment, comme on sait que la normocapnie et la normoxie doivent être impératifs, puisqu'on sait que l'hypercapnie ou oxy sont délétères, donc on utilise des protocoles importants. Je vois que l'heure passe. Je peux finir les petits effets secondaires. La coagulation est donc altérée, bien sûr. Hein, ça saigne plus quand on est en hypothermie. Par exemple, quand on aura des KT, vous voyez, dans cette étude énorme scandinave, il y avait dans 4% des cas un peu plus de saignement. Il y avait aussi 41% de pneumopathie. Et en effet, l'hypothermie fait de l'immunosuppression et augmente le risque infectieux. Dans cette étude de Cochin, vous voyez que l'hypothermie était un facteur de risque indépendant de survenue d'une pneumopathie. Donc on les traite, on est obligé de les traiter. On traite toutes les autres infections également, hein, comme les infections de cathéter ou autres, en utilisant bêtement des antibiotiques. Et du coup, l'hypothermie devient plus simple. On surveille l'hyperdiurèse et l'hypovolémie en faisant en sorte que les malades aient plus que 1 millilitre par kilo-heure de diurèse, sinon ils font de l'hypovolémie et c'est très grave. Et enfin, on surveille tous les potassiums dont je vous ai parlé, la glycémie, en faisant des protocoles avec une glycémie entre 1,2 et 1,8 maximal, comme l'indiquent les recommandations. Enfin, dernière chose importante, il y a une accumulation de tous les sédatifs, puisque en hypothermie, toute la pharmacocinétique est altérée, donc on accumule nos médicaments. Donc nous, c'est simple, on divise par 3, 4, 5 nos doses de sédatifs pour éviter ça, c'est-à-dire que sédatifs plus hypothermie, eh bien on diffère le pronostic du malade parce qu'on accumule nos médicaments. Et donc il est clair qu'il faut mettre 1 mg d'hypnovel ou au contraire utiliser, comme dans cette étude, du propofol et des médicaments à demi-vie courte. Enfin, et je vais m'arrêter là-dessus, tous les protocoles ont été changés de par l'hypothermie thérapeutique et il faut évidemment utiliser d'autres algorithmes pour pronostiquer le devenir du malade. Sur les méthodes, je vais passer, je pense que ça me permettra de répondre aux questions. Sur les méthodes, il y a tout plein de choses. Pour le moment, retenez une seule chose, rien de validé en faveur d'une méthode par rapport à une autre. Utilisez celle que vous voulez. On considère quand même qu'il faut des méthodes qui ont un rétrocontrôle et qui permettent de faire une phase de maintenance adéquate. Puisqu'en effet, les recommandations internationales disent que les méthodes externes et internes peuvent être utilisées. Donc on utilise ce qu'on veut. Un petit mot quand même sur cette dernière étude, c'est ma dernière diapo, sur les sérums physiologiques qui, pour le moment, n'avaient rien prouvé en termes de méta-analyse. Vous voyez, toutes les études montrent que le sérum Phi permet d'être plus froid, mais ne fait rien au niveau du pronostic, ne change pas le pronostic du malade. Hein. Au contraire, dans cette étude publiée il y a quelques mois, ça ne fait rien sur le pronostic, mais en plus, ça fait plus d'OAP. Hein. Et donc, clairement, le sérum Phi à outrance, mal géré, peut clairement être délétère. Donc, je vous propose donc de faire 33-36 degrés pendant 24 à 72 heures, avec la méthode, une méthode ayant un rétrocontrôle. En tout cas, il faut contrôler cette température et je vous remercie de votre attention.